bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un book haul. Vous allez voir, il y en a pas mal, j'ai vraiment trouvé des petites pépites. Je tiens à m'excuser par avance parce que j'ai un mal de tête très tenace aujourd'hui. Donc si parfois je perds mes mots ou je m'embrouille dans mes réflexions, veuillez m'excuser par avance, mais vraiment c'est pas évident avec la chaleur en plus. Voilà, donc je préférais le dire d'avance. Je suis en train de faire un énorme tri dans ma bibliothèque. J'ai décidé de me débarrasser des ouvrages, des romans, des livres dont je n'étais pas vraiment attachée, qui ne m'avaient pas vraiment plu, ou bien que je ne souhaitais pas relire une deuxième fois, qui ne m'avaient pas marqué. Donc j'ai fait un gros tri, même si ça ne se voit pas beaucoup derrière moi. Mais j'ai donné vraiment l'équivalent de 3 grands sacs de courses de livres, ce qui fait que j'ai réussi à gagner pas mal de place dans ma bibliothèque et donc peut-être que je me suis trouvé cette petite excuse là, mais en tout cas je me suis dit que c'était le moment de me faire plaisir et de me prendre des ouvrages qui me faisaient envie en librairie puisque j'avais fait de la place pour de nouveaux romans qui m'attiraient beaucoup plus que ce que j'ai donné. Voilà, c'était la petite parenthèse, donc je vais commencer tout de suite et j'espère que ça va vous plaire. Je vais découper en 3 parties puisqu'il y a 2 biographies que je vais vous présenter tout de suite. Ensuite 2 romans grand format et le reste seront des romans format poche. Voilà, alors la première biographie, il s'agit de Tocqueville, l'homme qui comprit la démocratie de Olivier Zuntz aux éditions Fayard. Vous savez, si vous me suivez, que les éditions Fayard, leur collection de biographies, c'est vraiment une collection que j'aime chez eux et j'ai lu Lincoln que j'ai adoré et donc là Tocqueville, je suis tombée par hasard dessus en fait, mais comme c'est vraiment un personnage historique qui m'intéresse et qu'en plus cette année, si vous avez regardé ma vidéo sur les 12 livres à lire en 2025, Tocqueville de la démocratie en Amérique faisait partie de la liste et donc je me suis dit tiens, c'est un petit clin d'œil, peut-être qu'une fois que j'aurai lu son essai, j'aurai envie de me plonger dans la biographie. En tout état de cause, je sais que un jour ou l'autre, voilà, j'aurai envie de me plonger dans la biographie de Tocqueville. J'ai toujours été curieuse de sa vie, d'autant plus que je n'en ai pas d'autres dans ma bibliothèque. J'ai hâte de découvrir vraiment l'histoire de cet illustre personnage qui a été à la fois député, ministre, qui s'est battu pour de grandes causes comme l'abolition de l'esclavage. Voilà, d'apprendre peut-être aussi un petit peu ses vices s'il en a, hein, puisque voilà, c'est dans ce genre de biographie, on apprend beaucoup de choses souvent. C'est énormément sourcé, il y a 50 pages de notes. Donc on peut voir le travail quand même qui a été effectué. Il fait 400 pages, c'est écrit tout petit. Donc voilà, je pense que je vais me régaler et qu'il y a de quoi faire. Donc j'ai hâte de vous en faire un retour. Je vais dire ça pour tous les ouvrages, hein. La prochaine biographie, alors là j'étais vraiment très heureuse de tomber dessus. Je suis tombée dessus par hasard. Ça faisait des années que je cherchais une biographie de cet illustre personnage de l'histoire, mais je n'étais jamais satisfaite de ce que je trouvais, donc j'ai pris mon mal en patience et aujourd'hui je suis bien contente puisque je suis tombée sur cette petite pépite. Il s'agit donc de la biographie de Talleyrand, la puissance de l'équilibre de Charles Éloi Vial. Regardez-moi cette merveille, c'est aux éditions Perrin, Bibliothèque nationale de France. Et en fait c'est une version illustrée. Il y a énormément de gravures, je vais vous montrer un petit peu, donc d'illustrations de gravures. Il y a des citations, c'est très qualitatif, les pages sont épaisses, agréables au toucher. Regardez, parfois on a des illustrations pleine page, parfois on a des portraits, parfois on a juste des lettres, vous voyez. Voilà, donc très belle édition. Je suis tellement heureuse d'être tombée dessus. Là par exemple je vais vous montrer la jaquette, le travail éditorial quand même. On a cette jaquette, regardez. Oh, attendez, je me prends mal, hop. Vraiment c'est très beau travail. Hop là, je vais vous lire la 4e de couverture.
Personnage clé de l'histoire politique française et figure emblématique de l'histoire des relations internationales, étudiée par de nombreux auteurs, le diable boiteux demeure toujours victime, près de 2 siècles après sa mort, de sa légende noire qui en a fait l'incarnation de la traîtrise. Faisant la part belle aux écrits du prince des diplomates, riche en documents inédits, cette biographie retrace une extraordinaire carrière du couchant de l'Ancien Régime jusqu'au mi-temps de la monarchie de Juillet et expose les idées et les méthodes de travail de cet immense homme d'État, tout en revenant sur sa relation complexe avec Napoléon, où la haine le dispute à l'admiration. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que cette période historique m'intéresse beaucoup. Donc voilà, j'ai la biographie de Fouché, de Stéphane Zweig, et donc il me fallait Talleyrand, voilà, c'est sûr. Si cette édition vous intéresse, je vous donne le prix. Elle fait 25 € et honnêtement, évidemment c'est un budget, hein, c'est un budget livre, mais pour le travail et la beauté de l'ouvrage, je trouve franchement que c'est correct. Voilà, au cas où si ça vous intéresse. Voilà, très heureuse de ma découverte ici. On va passer maintenant au roman grand format. Alors, vous allez voir que c'est un petit peu sur le même thème. Dans tous les cas, ce sont 2 îles voisines. La première, il s'agit de Cuba, l'épouse du maître sucrier de Maïté Uceda, aux éditions Hauteville. Regardez cette couverture, elle est magnifique. C'est vraiment ce qui a attiré mon regard à la librairie, puisque je ne connaissais pas du tout l'ouvrage, je ne connais pas du tout l'autrice. C'est une autrice espagnole. Je crois qu'elle n'a pas été beaucoup traduite en français. Et ça me donne vraiment très envie. Ici, on se retrouve à l'aube du XXe siècle. On va suivre 2 héroïnes, Mar et Paulina, qui vivent dans les Asturies, donc en Espagne, et qui vont partir pour Cuba. Donc Cuba, où l'esclavage a été aboli depuis peu, mais où la violence et le racisme demeurent encore très présents au sein de l'île. Et elles vont donc se retrouver sur une plantation, si j'ai bien compris, appelée les 2 frères. Là va commencer leur incroyable destin, j'ai envie de dire. Donc il va y avoir plusieurs protagonistes, dont le fameux maître sucrier qu'on retrouve dans le titre. Voilà, je n'en sais pas plus, mais ça m'intéresse beaucoup. Je pense qu'il y a tout pour me plaire dans ce roman. On se retrouve dans, pareil, une période historique que j'aime beaucoup étudier, une île qui m'intéresse beaucoup, voilà, les îles des Caraïbes, voilà, ça me fait toujours un peu rêver malgré leur histoire tragique. Il y a quand même toujours une empreinte, je trouve, onirique, mystérieuse qui fait un peu rêver. Voilà, donc j'ai hâte de m'y plonger et de vous faire un retour sur ce roman. Ensuite, le deuxième grand format, on part en Jamaïque. C'est pour ça que je vous disais, voilà, les îles voisines. Dire Babylone de Safia Sinclair. Pareil, regardez cette couverture, elle est vraiment splendide. Ça m'a attiré le regard aussi en librairie. C'est aux éditions Buchet-Chastel. Alors ça, c'est une autobiographie. Safia Sinclair relate sa propre histoire dans ce récit. Je l'ai feuilleté et vraiment, l'écriture est au rendez-vous. Elle écrit tellement bien. C'est très onirique. C'est une très belle écriture. Je vais vous lire la 4e de couverture. Cette histoire commence au bord de la mer des Caraïbes, sur un petit carré de plage jamaïcaine, préservé des constructions d'hôtels de luxe qui envahissent la côte. Ici, la jeune Safia grandit avec ses frères et sœurs entre une mère éprise de littérature et un père musicien de reggae qui obéit strictement aux préceptes Rastafari. Safia évolue dans une Jamaïque pleine de musique, de mots, de nature triomphante, mais aussi dans un foyer marqué par l'oppression. Le père de Safia y règne en maître et inculque à ses enfants dès leur plus jeune âge l'horreur de Babylone, qui désigne autant le maquillage ou la danse que la royauté britannique ou les violences policières. Alors que Safia voit sa mère se plier en silence aux exigences grandissantes de son père, la jeune fille choisira la voie de l'éducation et de la littérature pour découvrir qui elle est vraiment et le faire savoir. Récit puissant d'un destin hors du commun, dire Babylone est la preuve éclatante que la littérature peut changer le cours d'une vie. Je pense que cette jeune femme a eu une vie absolument poignante, incroyable, et j'ai hâte de m'y plonger dans ce témoignage qui a l'air quand même assez difficile. Je n'ai jamais rien lu sur la Jamaïque et donc je suis d'autant plus curieuse de ce que cette autrice a à nous dire puisque ce sera pour moi une première, voilà, et j'en attends beaucoup. J'attends
d'en apprendre beaucoup donc sur l'histoire de cette île. J'espère ne pas être déçue. C'est une brique, il fait plus de 500 pages, donc voilà, il n'y a plus qu'à foncer comme on dit. Ensuite, on va passer au format poche, donc d'abord avec un essai, L'usure d'un monde, une traversée de l'Iran de François-Henri Désérable, pardon, c'est aux éditions Folio. Celui-ci, il me faisait envie depuis un petit moment, je ne m'étais jamais lancée dans l'aventure, et puis bon, là j'ai décidé qu'il était temps. Ici, on est donc fin 2022, au plus fort de la répression contre les manifestations qui suivent la mort de Mahsa Amini. François-Henri Désérable passe 40 jours en Iran qu'il traverse de part en part, de Téhéran aux confins du Baloutchistan. Arrêté par les gardiens de la Révolution, sommé de quitter le pays, il en revient avec ce récit dans lequel il raconte l'usure d'un monde, celui d'une république islamique aux abois qui réprime dans le sang les aspirations de son peuple. Voilà, je trouve que, étant donné en plus l'actualité, c'est un témoignage d'autant plus important. Je pense qu'en plus aujourd'hui, il aurait été difficile pour cet écrivain journaliste, il me semble qu'il est journaliste, de se rendre dans ce pays. Donc voilà, il est très court, il fait moins de 200 pages, donc je pense qu'il sera lu rapidement. Ensuite, Le silence d'Isra de Etta Fromm aux éditions Pocket. Alors celui-ci me faisait envie aussi depuis un petit moment et pareil, je ne sais pas pourquoi, je m'empêchais de me le procurer et puis là, bon j'ai craqué. Donc voilà, je suis très heureuse d'avoir craqué. Ici, on est en 1990, on va suivre une jeune palestinienne, donc du nom de Isra, qui va être envoyée à Brooklyn dans une famille palestinienne pour épouser donc le jeune fils de cette famille. Elle va penser que du fait de partir aux États-Unis, ça va lui apporter une forme de liberté. Or, elle va se rendre compte qu'en fait, cette famille, bien que vivant à Brooklyn, est très intégriste et donc Isra va se retrouver dans le carcan de cette famille avec apparemment une belle-mère sur le dos et un mari voilà, qui a grandi dans ces idées où la femme n'a aucune voix, aucun droit. Donc voilà, ça va être l'histoire de cette jeune femme qui va avoir 4 enfants et dont une fille qui va aussi avoir droit au chapitre dans ce livre, puisque de ce que j'ai compris, c'est un récit à double temporalité, puisqu'on a des allers-retours dans le passé et le présent entre donc l'histoire d'Isra et plus tard celle de sa fille. Donc voilà, le parallèle, le silence de la mère, la rébellion ou la libération plutôt, je dirais, de la fille. Très hâte de m'y plonger, je n'ai entendu que des bonnes critiques, idem, j'en attends vraiment beaucoup. Il fait presque 500 pages, nous verrons bien, j'ai hâte de vous en faire un retour. Ensuite, je voulais vous présenter Les larmes de la liberté de Kathleen Grissom aux éditions Pocket. Alors là, pour le coup, la couverture, je la trouve vraiment pas jolie. Bon, voilà, non, c'est pas... Celui-ci, je me le suis procuré parce que Kathleen Grissom, elle, je connais l'autrice. Je vous ai présenté un livre l'année dernière, c'était Notre Terre, donc qui relatait la biographie, l'histoire de Mary Crow, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et donc, j'avais envie de me replonger dans l'univers de cette autrice et de découvrir un autre roman. Donc voilà, j'ai trouvé celui-ci. Alors là, on est en 1830. On va suivre James Pack, qui est le fils d'un jeune planteur et d'une esclave qui a fui sa Virginie natale pour aller vivre à Philadelphie, il me semble. Oui. Ça relate l'épopée de ce jeune homme dans une Amérique sudiste. Il ne m'en faut pas plus pour avoir envie de me plonger dans ce roman, d'autant plus que voilà, je sais que cette autrice, j'aime bien l'écriture, donc voilà, j'espère qu'il va me plaire. Pareil, je vous en ferai un retour dès que possible. Ensuite, donc vous allez voir quand même que sur ces derniers ouvrages, il y a quand même un thème récurrent, donc qui est le thème de l'esclavage et toute cette période historique. Vous savez que moi c'est une période que j'adore étudier, j'aime beaucoup me plonger dans cet univers, dans les romans. Donc là j'ai trouvé La plantation de Laila Mesham aux éditions Poche Charleston. J'aime beaucoup la couverture. Je ne connais pas du tout cette autrice non plus. Vraiment, je me lance dans l'inconnu pour la plupart de ses ouvrages. Mais je suis très heureuse parce que, comme je vous le disais, j'avais un peu écoulé mon stock de livres
sur cette thématique, puisque j'en ai énormément, mais je les ai je les ai pratiquement tous lus puisque je les adore. Et donc je suis assez contente d'avoir renouvelé mon stock sur ce sujet. Donc ici on est en Caroline du Sud en 1835. Née dans une famille de riches propriétaires de plantations, Jessica Wyndham a toujours rejeté le rôle d'épouse parfaite qui lui était destiné. Mais son tempérament impétueux ainsi que ses opinions abolitionnistes ne plaisent pas à son père, l'autoritaire Carson Wyndham. Aussi, le jour où Jessica cache un esclave en fuite, c'en est trop, il décide de l'éloigner pour restaurer l'honneur de la famille. En la mariant au jeune Silas Tolliver, il offrira à ce dernier qui vient de perdre son héritage les fonds nécessaires pour réaliser son rêve d'établir une plantation au Texas, à condition qu'il emmène Jessica avec lui. Commence alors pour eux une nouvelle vie qui sera marquée par la passion, la douleur, l'amour et la trahison. C'est dit dans la critique, autant n'emporte le vent et la couleur des sentiments se rejoignent pour créer une grande saga romantique à l'américaine. J'adore Autant n'emporte le vent, j'adore la couleur des sentiments, donc il ne m'en fallait pas plus. Voilà, j'ai hâte de m'y plonger. C'est une brique, il fait 600 pages et il est écrit petit également. Donc voilà, là j'ai vraiment de quoi faire hein, pendant un petit moment. Pareil, très heureuse de ma trouvaille et puis bon, j'espère que ça me plaira autant que je le crois. Et le dernier, il s'agit de La promesse du Mississippi de Luz Gabas, également aux éditions Poche Charleston. Pareil, j'adore cette couverture. Les éditions Charleston sont connues hein, pour leur superbe couverture. Lui, c'est vraiment une brique, c'est la plus grosse de toute cette sélection. Il fait 800 pages et pareil... Il écrit tout petit. On se retrouve en Louisiane en 1763. Vous le savez, j'ai beaucoup lu sur la Louisiane. La Nouvelle-Orléans, c'est même une ville que je rêverais de visiter. Luz Gabas, c'est l'autrice de Des palmiers dans la neige que je n'ai jamais lu, mais dont j'ai regardé le film à plusieurs reprises, puisque c'est un de mes films préférés. Je ne sais pas pourquoi je n'ai toujours pas lu le roman, mais bon, je pense que la majorité d'entre vous en ont entendu parler ou voire l'a lu, puisque voilà, c'est un livre qui a plu à des milliers de personnes. Donc quand je me suis rendu compte que c'était l'autrice des Palmiers dans la neige, je me suis dit c'est l'occasion de découvrir la plume de l'autrice. Et La promesse du Mississippi, pour le coup, me fait envie vraiment énormément aussi. Donc voilà, j'ai commencé à le feuilleter, j'aime beaucoup l'écriture. Alors je vais vous lire la 4e de couverture. Lorsque la France décide de céder la Louisiane à l'Espagne, la rébellion éclate dans le Nouveau Monde. Sur les terres du Mississippi, la famille Girard, qui a bâti sa fortune grâce au commerce de fourrure, tente de ménager ses relations avec les nouveaux colons espagnols et les Indiens. Aussi, le jour où le jeune fils du chef de la tribu Kaskaskia est blessé au cours d'une bataille, accepte-t-il de l'héberger et de le soigner. Mais lorsque Suzette Girard tombe éperdument amoureuse de cet homme que tout désignait comme son ennemi, leur destin bascule. Avec le majestueux fleuve Mississippi comme témoin de leur passion, ils devront se battre pour préserver leur amour. Une grande fresque qui nous plonge dans l'histoire bouleversante d'un amour interdit. Voilà, celui-ci c'est une brique et honnêtement je ne pense pas le lire tout de suite. J'ai vraiment envie de me poser, de m'y plonger et de ne pas avoir à le couper toutes les 5 minutes. Donc je pense que je le lirai un peu plus tard, mais je pense quand même avant la fin de l'année. Voilà, c'est tout pour ce book haul. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. J'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a donné des idées. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces ouvrages, si vous en avez entendu parler. N'hésitez pas à me dire quelles ont été vos petites trouvailles cet été. En attendant de lire tout ça et de vous en faire un retour, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt.